Cerno, une anti-enquête. Épisode 76. Il est 7h du matin et j'ai rendez-vous avec Farah qui m'attend en bas de l'immeuble. Et aujourd'hui on part pour faire un long voyage en voiture dans le département du Doubs pour aller rencontrer Bernard Laitier qui est l'ancien commissaire qui a travaillé pendant 3 ans sur l'affaire Paulin. Salut. Ça va ? Bah ouais, ça va bien. On a 5 heures de voiture. Ouais. Allez hop. Il s'appelait Paulin, c'était un Antillais. Thierry qui tuait les vieilles dames. Ils étaient deux. Ah ouais, ils étaient deux. Ils me faisaient peur. J'ai lu dans les journaux qu'elle avait été torturée avec des cigarettes ou je sais pas quoi, des mégots. Une sauvagerie inouïe, un appartement saccagé, la mort et le vol d'une somme d'argent dérisoire. La plupart de ces dames vivaient seules. Pas une visite, pas un coup de fil. Boum boum. Ils l'ont massacrée. La tête dans un sac en plastique sous un oreiller. Eh bien, j'avais envie de vivre. Plus personne ne se souvenait d'elle. On ne veut pas voir le vieillissement. Nous, on s'occupe pas des autres. Hein. On vit sans vivre. Connaître la vie des autres vous apporte. C'est un podcast. Cerno, Et ça me suffit pour être heureux. « 3, 2, 1. Donc, on est dans le Doubs. On est sur une petite route qui est une petite route de montagne. Et je rebranche mon micro. Ça va, Farah ? Oui, ça va très bien, merci. On a roulé à peu près 5 heures. Il est 13h43 et on a rendez-vous à 14h chez Bernard Laitier. Donc on traverse la campagne. Préparez-vous à tourner à gauche. On monte dans une forêt de hêtres et de sapins. Dehors, il fait assez froid. Altitude 800 mètres. Il fait 9 degrés. Donc là, on est sur une petite route, plus petite, une départementale. Il y a une aire de pique-nique. On vient de croiser une famille dans un 4x4 blanc. Il y a une ferme moderne avec quelques vaches. Il y a un rapace qui survole le champ. Préparez-vous à tourner à gauche. C'est un endroit qui a l'air perdu. On s'approche du village. Vous avez atteint votre destination. Il est là. Il nous attend. Il a les cheveux blancs. On le reconnaît. Bonjour, monsieur Laitier. Je vous ai vu passer. Vous nous attendiez ? Oui, et puis je constate que l'heure pile, hein. C'est important pour vous la ponctualité ? Très. Vous êtes dans la capitale du Haut-Doubs. D'accord. Bon, capitale de l'horlogerie française. Bonjour madame. Je vous présente Farah. Bonjour, comment on fait? Comme ça? Oui, bon. Ça va, monsieur ? Très bien. Vous êtes bien ici ? Très bien. Bon, allez-y. Merci. Je passe devant. Hein. Allez, reviens tout de suite, il fait une chaleur à crever. Hein. 24 degrés. C'est trop. Bonjour. Ma compagne, parce que je suis veuf. Bonjour. Moi, c'est Julien. Et vous? Moi, c'est Lucette. Enchanté. Alors, votre podcast, c'est pénible à lire, parce que chaque fois, vous reprenez l'historique. C'est bien vrai? C'est-à-dire ? Chaque fois que vous avez un épisode, vous reprenez l'historique du premier. Ah, c'est le générique, vous voulez dire ? Oui, et puis on peut pas l'exclure. Ouais. Il faudrait pouvoir. Ça vous a pas plu, hein ? D'avoir chaque fois, au moins pendant 2 minutes, l'historique de la première. Par contre, mon avis, vous êtes parti un peu tard. Ah oui, c'est sûr. C'est vieux, cette affaire. Les victimes étaient des personnes de 80 ans. Leur entourage, c'était la même chose. Depuis 1980, ça fait quand même 40 ans. Ouais. Bon. Vous avez quel âge ? Moi, je suis de 44, 77. D'accord. J'avais une quarantaine d'années à l'époque. Vous avez grandi ici dans la région ? C'est pas si simple que ça. Moi, je suis né à Besançon. Mon père était officier de gendarmerie. Donc, si vous voulez, on a dû déménager une quinzaine de fois. Et on a vécu en région parisienne juste après la guerre,
45, Dugny-Pontiblon, en région parisienne. Ça vous dit rien? Non. Le plan Ménil, D'accord. l'aéroport du Bourget. Mon père était capitaine de gendarmerie à la caserne de Dugny-Pontiblon. Et vous vouliez devenir policier comme votre Pas père? du tout. Moi, je voulais être prof de gym dès mon plus jeune âge. Et puis, des règlements stupides ont fait que j'ai dû abandonner parce que j'avais un problème d'acuité visuelle. Il fallait avoir un minimum de 3/10. Alors, j'ai passé les visites médicales. J'avais appris par cœur le tableau. Mais quand vous voyez pas le bout de la baguette, quand on vous dit de commencer par le début, c'est pas un problème. Mais j'ai passé les visites et tout, puis après, je me suis dégonflé. Vous n'y voyez rien, en fait. Si, 3/10, on voit encore, mais avec des lunettes, ça se corrige très bien, que j'étais myope. Et quand je suis rentré dans la police, pareil. J'avais ce handicap. Mais là, c'était l'époque des verres de contact. Le Toubib m'a fait le fond de l'œil. Il les a vus, hein. Mais il n'a rien dit. Bon. Pourquoi vous êtes entré dans la police, alors? Ben parce que, vie active. Moi, j'avais besoin de bouger. C'est ça, vous êtes très speed. Hein? Vous êtes speed. Oui, vraisemblablement, qu'est-ce que t'en penses? Vous débordez d'énergie, en fait. Ça, c'est vrai. Donc, cette énergie, il faut la canaliser, il faut la dépenser. Hein. Speedy Gonzalez, certains m'avaient prononcé. Ah, voilà. Voilà. Elle vous vient d'où, cette énergie? Oh, ça, j'en sais rien. Vous l'avez toujours eu? Ah oui, ça se cultive pas, mais bon, c'est inné, je pense, oui. C'est dans les gènes. Flic, ça vous allait bien comme métier? Ça ne m'a jamais gêné, c'est une passion, c'est une fonction exceptionnelle. Il y a des métiers. Vous avez dit passion. Ah oui. Vous êtes trompé, vous avez fait un lapsus. Non, oui, ça devient une passion. Ça dépend des caractères, mais moi, au départ, c'est pour ce que je voulais faire, hein, mais c'était la vie active. La vie active, c'est-à-dire dans l'action. Il y avait une pub à l'époque, vous voulez rentrer dans une vie active, etc. Bon, sortant de mon service militaire, direction de la préfecture de police. Moi, je suis un enfant de la préfecture de police de Paris. Non, vous rigolez, mais je vous expliquerai. Mais c'est vrai que c'est une maison exceptionnelle. Et vous n'étiez pas n'importe quel flic? Je ne sais pas. Et il faut gravir les échelons. Moi, j'ai commencé en bas de l'échelle, inspecteur. 10 ans de renseignements généraux. 2 ans et demi à la police économique. Oui, là, j'avais pas eu de flair. Quand j'y suis arrivé, elle était supprimée 2 ans et demi après. Et c'est là que j'ai opté, comme 12 autres, on était une centaine, hein, pour la PJ. Ce que je ne savais pas, que c'était la brigade, c'était le pompon des consommations d'alcool. Moi, sportif, jus de fruits, je ne fumais pas. Quand il y avait des pots, parce qu'il y en avait, hein, moi j'étais au jus de fruits. T'en fais pas, petite, il viendra. Mais là, je suis jamais venu. Hein. C'était la brigade des pompons. Hein. À l'époque, ça t'était. Hein. Puis c'est les professions où, de temps en temps, c'est vrai que vous êtes, je vais pas dire désœuvré, mais vous êtes en attente. Alors, quand on est en attente, on fume et on picole. Et voilà. Et c'est... Alors, 10 ans d'RG, 2 ans de police économique, 10 ans de PJ, 5 à la 3e BT, qui deviendra la 3e DPJ, 5 à la brigade criminelle, 1 année à l'IGS, ensuite je passe au choix commissaire, 2 ans. En sortant, la sécurité publique, c'est le maintien de l'ordre, c'est 16 mois, c'était pas ma tasse de paix. Mais le problème, c'est qu'on voulait pas me lâcher. Je voulais retourner en PJ. Et j'ai dû faire, menacé pour... J'ai eu gain de cause. 2 ans le 13e, 2 ans sur le 20e, Charonne, 2 ans au Halles. Et après les Halles, c'était la réforme de la police et je suis passé commissaire... comment on dit ? Commissaire central du 2e arrondissement, voilà, où j'ai fini. 2003, j'ai emménagé ici. Et la retraite, alors comment vous vivez ça? Très bien, ça se prépare. Ça se prépare. Mes collègues étaient surpris parce qu'ils me savaient très passionné. Ça, je pensais pas que vous alliez faire... je pensais que vous veniez pour Paulin, mais je m'aperçois que... Paulin, il est mort, je viens d'abord pour vous. Non, mais j'ai une profession extraordinaire, qui était passionnante. Moi, j'étais passionné, mais dans ce type de profession, il faut être très équilibré. Avoir une vie de famille équilibrée, moi j'avais une femme exceptionnelle, parce que je n'étais pas souvent là, hein, les gosses, il fallait s'en occuper. J'avais une épouse fantastique, elle l'a bien connue. Bon. Et elle est morte alors, votre épouse? Il y a 2 ans. Recherche sur le cancer, elle est morte d'un cancer des poumons. Comment elle s'appelait? Madeleine.
Vous avez sa photo dedans. Et tous les deux, vous êtes ensemble? Alors, les hasards de la vie. Son mari était un gars super, c'était un copain, et elle était très copine avec mon épouse. Il est mort 15 jours avant d'une crise cardiaque, avant mon épouse. Ils sont morts 15 Bon. jours. 15 Alors, jours. si vous voulez, nos solitudes, on a joint nos solitudes, quoi. On habite chacun chez soi, puis on toit, puis voilà, c'est bien. Si je comprends bien, vous aimiez beaucoup votre épouse et vous y pensez toujours avec amour. Et vous, pareil pour votre mari. Et vous êtes amoureux pourtant. Tout à fait, oui. Bah, c'est... Vous êtes amoureux? Je sais pas si on est amoureux, on se Alors supporte. dis-moi que tu m'aimes. On se supporte. Si, Non, c'est vrai mais bon. quoi. Non, On a mais c'est besoin, on sympa. a besoin de l'un de l'autre quand on est 2-3 jours sans se voir. Bon, Non, bah, bah, c'est sympa. Oui. voilà. C'est bien, c'est la bien. solitude, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. S'il y a des choses que j'aimais pas faire, c'était la cuisine. Bah, hein. J'essaie de l'apprendre un petit peu à faire la cuisine. Ah oui. J'ai fait de la soupe aux légumes. Mais alors, j'ai pas la notion des volumes. Quand j'en fais, c'est pour la semaine. Si vous voulez la goûter, j'en ai. Ça va, il est 14h. Non, mais ce soir. Donc vous me disiez, pour faire ce métier, il faut être équilibré. Vous aviez une vie de Bonne famille. santé. Moi, j'ai fait toujours beaucoup de sport, puisque le professorat, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du foot, particulièrement du foot, mais j'ai fait tous les sports. Mais bon, c'est un équilibre. Et si vous êtes... La crime, il n'y a pas que la crime, hein. Les autres services, c'est pareil, hein. Vous voyez, bon, vous côtoyez la mort, vous côtoyez... Bon, il faut avoir des violons dingues autres pour s'en sortir, parce que sinon, vous venez vous-même malade, hein. Parce que c'est très dur. C'est très dur. Et le sport m'a beaucoup aidé. Il fallait avoir une vie, il fallait avoir une éthique. Bon. Alors ça m'a beaucoup servi dans le boulot. Dès que j'arrive dans un service, moi j'arrive le 1er janvier, début mars, j'ai une affaire exceptionnelle et je ne sais pas travailler. Le jour où j'arrive, homicide sur la voie publique, une femme qui se fait égorger par son mari. Son ex-mari, ils étaient séparés. Vous vous rendez compte, vous êtes en commissariat, vous faites que les chiens écrasés. Là, vous avez la chance d'avoir une affaire où vous avez une victime, un auteur, des témoins. C'est rêver dans une carrière. Vous aimiez les homicides? J'aime pas les homicides, mais bon, j'aime bien toutes les affaires tordues, qui ne sont pas évidentes. J'ai été le spécialiste dans tous les services où je suis passé, des choses... Alors la crime, on se régale. C'est quoi une affaire tordue? Bah, c'est une affaire dans laquelle vous n'avez pas d'éléments, dans laquelle... ou bien vous n'en avez pas, ou vous en avez trop. C'est presque pire. Et Paulin dans tout ça? Paulin, c'est pas comment dire, un modèle de procédure. Hein. Ce que vous appelez une procédure, c'est une affaire. Une affaire, voilà. J'arrive à la crime. Alors, j'ai forcé la porte de la crime, je ne devais jamais y aller. Je venais d'être nommé commandant. Je suis affecté le 20 août. 84? 84. Je vais vous expliquer, je suis obligé pour l'affaire Paulin de vous expliquer les problèmes qu'on a eus. Quand vous me dites affaire Paulin, vous me montrez la pièce derrière. Mais parce que j'ai ma documentation là à côté. On peut aller voir? Mais bien sûr, on peut. Allez. Donc là, c'est votre salle à manger, qui a une belle vue sur les sapins. Tout à fait, c'est ma salle à manger avec... Oh tiens, le bois, il va falloir que je recharge. Il fait bon chez vous, hein? Il fait chaud, trop chaud. Ah, vous avez un dossier en carton avec la tête de Thierry Paulin, une photo où il est en train de rire. Et des cahiers. Ah ouais. C'est quoi ces cahiers? Ça, c'est toutes les procédures pour lesquelles je œuvrais à la brigade criminelle. Alors, Laitier Bernard, je peux regarder? Oui, oui. Laitier Bernard, brigade criminelle 75 056 Ça, c'est le numéro 68. du service. Alors, dans l'affaire Paulin, c'est là que ça se passe. Moi, c'est un vendredi soir. Ce soir-là, je mange chez ma mère, qui habite le 11e arrondissement, à côté de la place de la Bastille. Elle a 78 ans. C'est une victime potentielle de Paulin. Donc, je suis particulièrement aussi marqué sous ce rapport. Je mange chez elle et je rentre chez moi, il est 21h50, 55. Je suis sur le pont d'Austerlitz. J'habite à Villejuif, moi, à l'époque. Je rentre chez moi. Appel radio. Découverte du corps d'une femme âgée, ligotée, poignets et chevilles ligotées dans son appartement. Germaine Petitot. Non. Non, non. Il y en a une avant.
Madame Barbier. Ah oui, donc Les Pontus. la première victime, en fait, la première qui a été tuée. Je vous expliquerai les problèmes qu'on a rencontrés dans ce type d'affaires. Il y a le nombre de victimes et la promiscuité des victimes. La crime est saisie des homicides sans éléments. Madame Petitot n'est pas morte. Elle était victime de violences ayant entraîné la mort quelques jours après. C'est pas la crime qui est saisie, c'est la BRB. D'accord. C'est ça le problème. Parce que Germaine Petitot, donc, c'est la première victime répertoriée. C'est même pas elle, il y en a encore une autre avant. Ah. Mais bon, sur le 12e, le 4, il y en a une autre. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais Germaine Petitot, nous, ça se passe le matin à 10h, c'est la BRB qui est saisie. C'est ça le problème, c'est que nous, on n'a jamais de témoins, on a des personnes mortes, alors qu'on est saisi. Et parallèlement, le service, la BRB notamment, qui elle, fait les causes des blessures volontaires et a entraîné la mort bon. Elle peut avoir des éléments, parce qu'elle a des témoins. Bon, il se trouve que Germaine Petitot, elle était tellement choquée, elle est morte 3 jours après, elle n'a rien pu dire. On n'a pas eu de signalement ni rien du tout. Mais deux services différents, vous voyez la faiblesse du système. Et vous dîniez chez votre mère et on vous appelle. Oui, il était autour de 19h30, je pense. On m'appelle vers 21h55, j'ai fini, je suis sur le chemin du retour. J'allais la voir assez régulièrement, elle était toute seule, elle était veuve. Hein. Et vous allez où alors? Rue Saulnier? Non, je rentre chez moi. Je suis prévenu, je suis de retour chez moi, j'ai ma voiture radio, hein. Je suis de retour sur le pont d'Austerlitz. Quand je suis avisé de la découverte d'une femme ligotée chez elle, inerte. Donc, direction rue Saulnier, j'y suis 5 minutes après, je suis sur Paris. J'aurais pu habiter la grande banlieue. Hein. Vous vous sentez comment à ce moment-là? Ben, je ne sais pas ce qui m'attend, hein, mais bon, j'avais quand même eu déjà 3 affaires avant, 2 affaires. Mais du coup, vous êtes nerveux ou professionnel? Enfin, comment? Je sais pas. Non, je sais pas quoi vous dire. C'est une fois que vous êtes en situation, que vous avez la personne qui a été martyrisée, bon, vous dites, ça aurait pu être ma mère. Hein. Qu'est-ce que vous avez vu alors? Vous arrivez sur les lieux, il y a plein de monde. Qu'est-ce qui se passe? Madame Barbier, la gardienne de l'immeuble, je ne sais plus son nom, hein, mais a l'habitude de faire des rondes dans les escaliers parce qu'il y a des toxicomènes qui viennent se piquer. Et arrivée sur le palier, je crois au 2e, elle voit une bosse sous le paillasson. Là, c'est pas habituel. Elle soulève les clés de l'appartement. Tiens, c'est étonnant. Elle prend les clés. Elle dit bon, elle viendra. Quand elle rentrera, elle viendra les chercher. Et puis elle continue à vaquer. Et puis le soir, 19h, la nuit est tombée. Elle s'aperçoit de l'extérieur qu'il y a de la lumière chez Madame Barbier. Parce qu'elle avait frappé quand elle a ramassé les clés. Hein, il n'y avait pas de réponse. Et puis de l'extérieur, 19h, il y a de la lumière. Elle remonte, elle refrappe. Personne ne répond. Bon, je t'ai dit, je vais attendre l'arrivée de Madame, je ne sais plus, Depré ou Preux, qui est présidente du conseil syndical, pour lui notifier ce que j'ai constaté. Cette dame, elle la surveille, elle rentre de son boulot vers 20h, et ensemble, les 2 femmes décident de monter à l'étage. Ils frappent, pas de réponse. Ils ouvrent la porte et ils découvrent, dans l'entrée, dans l'axe de l'entrée, devant la porte du salon, du corps de cette dame, allongée sur le dos, les mains ligotées dans le dos, les pieds entravés aussi, avec des foulards à fil électrique, trouvés sur place. Le sac à provision est à côté de la porte, boucle d'oreille arrachée, le lance du sac de son sac à main arraché. Donc, elle a été violentée, cette femme, c'est clair. Vous arrivez, vous voyez le cadavre. Bah oui. Après qu'on m'ait compté, je vois le cadavre dans l'entrée. Bon, je laisse œuvrer l'IG était là aussi, était déjà sur place. Hein. L'identité judiciaire, il faut les laisser travailler. Photo, traces papillaires et plan. Vous l'avez ce plan? Oui, bon, on est 36, je vous les montrerai tous. On peut le regarder maintenant? Oui, on peut, oui. Vous avez tout gardé? Parce que Paulin, ce dossier-là, c'est celui qui va nous servir de dossier mère pour toute la procédure.
compte tenu de la multiplicité de faits, on a retenu Barbier, d'abord parce que c'est quasiment le premier. Je ne parle pas de Petitot qui était une tentative. Hein. Mais non seulement c'était le premier, mais en plus il y avait des traces papillaires. C'est-à-dire les empreintes. C'est quoi les traces papillaires ? Empreintes, c'est ce qu'on trouve sur les doigts. Les traces papillaires, c'est ce qu'a laissé les doigts sur un support. La même chose. Le journaliste parlera d'empreintes. Vous êtes content de rouvrir ces dossiers ? Oui et non. Oui et non. C'est pas la première fois que je les ouvre. Tiens, regardez, voici le plan. Tiens. Vous voyez, on rentre là. On est à quel étage ? Au deuxième, je crois. Deuxième droite, tant que je me souvienne. Ça, c'est les fenêtres sur la rue ? Oui. Voici l'entrée là. D'accord ? Il y a une petite entrée. Le salon en face, qui donne sur une salle à manger. Et sur la droite, salle de bain, chambre à coucher. Quand on ouvre la porte, on voit le corps au niveau de la porte du séjour, allongé sur le dos. Elle a des lunettes, elle a un cocard à un œil, elle a été martyrisée, c'est clair. Vous n'avez pas de photo ? Si, bien sûr. Voilà, vous cheminez l'escalier, la porte fermée, jamais d'effraction sur les portes. Et voilà, la voilà dans son entrée, vous voyez. Oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Petit à petit, l'être humain s'habitue, c'est impensable. Hein. Vous êtes habitué, vous ? Ça me fait rien. Mais de voir quelqu'un souffrir, je tombe dans les pommes. Dans un hôpital, je vois quelqu'un qui souffre sur son lit, moi je tombe dans les pommes. Hein. Mais là, j'ai une espèce de blindage. C'est une femme blonde, assez élégante, les cheveux blancs, avec des lunettes. Dire qu'une femme est blonde, vous êtes fort, hein. Et effectivement, elle a les mains... Ah oui, Vous n'avez d'accord. pas un appareil photo, ouais, vous prenez. Je comprends la violence. Non, vous ne pouvez pas comprendre. Dans ce dossier, dans la chambre à coucher, j'aurais été incapable de vous dire de quoi était fait le sol. Toutes les armoires étaient vidées. Il y avait un bordel indescriptible. On ne voyait pas le sol. Mais ça sera fatal. Il y avait tellement de bazar. Devant la porte d'entrée de la chambre, une glace murale. Vraisemblablement, un des auteurs a perdu l'équilibre en marchant sur ces trucs et s'est appuyé sur le mur. Belle palmaire et 2 traces papillaires. Qu'est-ce qu'on sait de cette dame, alors ? Là, cette dame, c'est la veuve la fille d'un général. Eh ben, elle a, je sais pas, 80, je sais pas combien. Hein. Bon, c'est une femme, tiens, là, on la voit bien, là. Ouais. Une femme assez chic. Oh, c'est une femme qui était... Ces dossiers-là, ça vous ouvre les yeux aussi. Hein. Sur tous ces morts, il y a eu 3 parties civiles. Hein. C'était une femme seule. Femme seule, oui. Elle a la bouche ouverte, elle devait crier. Ben, elle était étranglée. Hein. Oh, je ne sais même pas s'ils ont tellement crié, vous savez. Il y a une espèce de stupeur qui fait qu'il n'y a pas un mot qui sort hein, dans la gorge. Ah ouais, je suis choqué. Alors, vous voyez, les liens, c'est foulard, c'est fil électrique. Tout est par terre. Effectivement, tout est sans dessus-dessous. Regardez, ça, c'est la chambre. Où est le sol? Ah oui, ils ne font pas dans la dentelle, hein. Ils ne rangent pas derrière. Hein. Vous voyez, le sac à provisions, posé dans l'entrée. Cette femme, elle a ouvert sa porte, elle était entrouverte, elle a eu le temps de poser son sac. Quand elle a été précipitée à l'intérieur, vous voyez, lance de son sac, une boucle d'oreille sur le sol. Vous voyez, le sac, il est là. Ça n'a pas été fait avec délicatesse. Hein. Alors, bon, quand j'interviens sur ce meurtre-là, je suis loin de me douter de ce qui va suivre. Hein. Au total, sur toute la période, on a eu 43 saisines. Ça veut dire que c'est... À votre 43, avis, à votre avis, c'est Paulin qui a tué tout le monde? Je vais vous préciser. Sur ces 43, il y en a une dizaine qui ont été solutionnées avant l'interpellation. Donc, vous voyez, et comme avant Paulin, il y a déjà eu des personnes âgées agressées dans la rue. Donc vous dites qu'il y a 33 meurtres commis par Paulin. Il y avait une bonne trentaine. Et toutes celles qui ne se sont pas manifestées, parce qu'il y a des personnes qui ont été agressées, qui ne sont pas mortes, mais qui avaient la trouille, qui ne se sont pas manifestées. Et on en aura la preuve plus tard.
Le chef de la crime à l'époque, c'est Marcel Morin. Tu as entendu parler de Marcel Morin, non? Non. Un petit bonhomme, mais qui voyait clair. Il me nomme comme coordinateur de tous les dossiers. Chaque groupe va garder son affaire, parce que un seul n'aurait pas pu faire face, mais par contre, on va coordonner les actions en fonction des faits. Et j'étais chargé de coordonner. C'était une grande marque de confiance. Donc, moi, j'arrivais à la crime. Ça fait 3 mois que j'y étais. Mais enfin, bon, en 3 mois, on avait vu comment je travaillais. Alors, au départ, nous, on cherchait un lien, un conducteur à tout ça. Est-ce que c'est un aliéné? Est-ce que c'est un toxicomane? Est-ce que c'est un gars qui travaille dans les PTT, qui installe le téléphone? Est-ce que c'est des femmes qui sortaient de la banque? On cherche un lien commun à tout ça. Et a priori, aucun. Et il s'avéra qu'il les choisissait au hasard dans la rue les plus chancelantes possibles. Les plus faibles. Bien sûr, des femmes de 80, 85. Généralement, elles étaient veuves. Le hasard aussi. Elles étaient veuves. Ils jouaient sur du velours. Pas de témoins. Et si elles n'étaient pas veuves, peut-être qu'ils ont foutu le camp, on n'en a jamais rien su. On n'en a jamais rien su, parce qu'il y a des femmes qui sont agressées. Mais jamais de témoignage. Là, quand on voit l'appartement de Madame Barbier-Pontus, oui, on comprend bien que c'est pour l'argent qu'ils veulent tuer, qu'ils cherchent de l'argent. Oui, oui. Ça, c'est évident. Oui, oui. Il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas de choses comme ça. Mais en plus, si vous voulez, ce qui est difficile, c'est que ces personnes âgées, là, bien souvent, la famille, quand il y en a, incapable de vous dire si on a volé quelque chose et quoi. Ben oui, c'est trop difficile. Oui, vous ne vivez pas avec les gens derrière eux, bon. Parce que là, quand on voit le visage d'Anna Barbier-Pontus, bon, c'est une image terrible, mais à part le fait qu'elle soit morte et qu'elle ait les mains liées, on ne voit pas trop de traces de violence. Si, elle a un œil au beurre noir quand même. Ah, son sac à main, je vous ai dit que l'anse de son sac à main était arrachée. On voit bien qu'elle ne s'est pas laissée faire. Hein. Une boucle d'oreille qui est arrachée. Donc vous, quand vous êtes arrivé là-bas, est-ce que vous avez vu du sadisme? Qu'est-ce que vous avez analysé? Elle a subi des violences, ça c'est clair. Elle a subi des violences. Alors moi, ça m'intéresse de voir au moins les premiers. Je vais les balayer déjà comme ça. Ouais. Pour moi, il y en avait une avant qu'on a tue. Pourquoi? 3 raisons particulières. C'était le 4 octobre, Madame Cohen-Tanouji, sur le 12e arrondissement. Parce qu'on a décrété que ce serait Pontus, il y avait des paluches qui servira de support à toute la procédure. Mais bon. Quelle adresse? 17 rue Montera dans le 12e. 4 octobre 84. Strangulation avec ceinture. Bon, là, c'est la ceinture. Bon. Victime allongée sur le lit, dans la chambre à coucher, la tête recouverte par un oreiller. Donc c'est Paulin. Non, ça ressemble. Il a pas avoué. Oh non, bah non. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est bon, effectivement, Anna Barbier-Pontus. Ensuite, il y a... Suzanne Foucault. 10 rue Nicolet, ouais. Paris 18e. Alors, elle est aspergée de spirit. Il y a un début d'incendie. Suzanne Foucault, oui. Ouais. Après, il y a une tentative Jeeg-Madeleine, 38 avenue Junot. Ensuite, il y a Madame Denard, Dutray, 84 rue d'Aboukir. Tentative. Après, ça revient chez nous. C'est Caresco, boulevard de Clichy. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé vraiment, ce que vous avez noté, vous, sur Johanna Secaresco. Oui, j'ai le dossier, oui. Donc là, vous avez un cahier rouge, homicide volontaire. Alors, là voilà, c'est Caresco. C'est elle que vous vouliez? À suivre. Merci d'avoir écouté cet épisode, produit grâce à tous les contributeurs au Patreon de Cerno, que je remercie du fond du cœur. La semaine prochaine, sur patreon.com/Cerno, vous pourrez écouter un bonus. Et sinon, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour l'épisode suivant. D'ici là, bien sûr, ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ne laissez pas traîner vos grands-mères.